Alors salut, une vidéo qui change un petit peu parce que je suis en compagnie d'un expert qui arrive, un expert de la sous-location, et tu vas voir qu'on est dans un souplex, même une cave, et il va nous expliquer comment ça fonctionne parce que j'ai plein de questions à lui poser. Alors je te présente Sébastien. Ah ouais. Donc moi quand je pense sous-location, je pense emmerde en fait. C'est-à-dire que pour moi, tu fais tout ce que les gens veulent pas faire, c'est-à-dire les check-in, check-out, les travaux, tu payes le loyer quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas de locataire. C'est pour ça que les gens ont beaucoup de freins. Donc je suis très content de savoir que tu t'es lancé dedans, que tu as une sacrée expérience. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que la sous-location, si tu veux, derrière, c'est surtout l'exploitation qu'on va en faire. Mhm. Puisque finalement, on va faire de l'exploitation courte durée. Donc, que ça soit un investisseur IMO qui achète des appartements pour faire de l'exploitation courte durée, ou que ce soit moi qui loue des appartements pour les relouer derrière en location courte durée, si tu veux, là, la finalité finalement est la même. Les problématiques sont les mêmes. Donc la seule vraie différence qu'il y a entre un propriétaire qui a investi, qui achète un appartement et qui met en LCD, et moi qui mets en sous-location, c'est que moi j'ai payé un loyer alors que lui, il va juste contracter un crédit pour lever de l'argent et acheter Ouais, un bien IMO, quoi. ça j'ai bien compris. Donc le principal avantage, c'est que tu t'endettes pas un Exactement. peu pour ça. Donc pas d'endettement, pas besoin de contracter de crédit bancaire, notamment Mhm. pour les investisseurs IMO qui sont un peu bloqués. Euh, voilà, ça c'est vraiment les gros points forts de la sous-location. Il faut quand même justifier 3 fois en revenu le montant du loyer en Pas général. du tout, en fait, l'avantage de ce principe-là, c'est que vu qu'on le fait en mode professionnel, il n'y a pas besoin de documents. Alors oui, Sébastien a raison, et c'est vrai, pour une raison principale, c'est que vous n'êtes justement pas sous le régime des baux d'habitation. Or, c'est dans le régime des baux d'habitation que les propriétaires vont réclamer 3 fois le montant du loyer en termes de salaire. Et pour une raison simple, c'est que justement, dans le cadre des baux d'habitation, le locataire bénéficie de toutes les protections de la loi en termes de maintien dans le logement, de trêve hivernale, etc. Or là, comme vous êtes en société, ça sert à rien de vous demander 3 fois le montant du loyer. Et puis ça n'a pas de raison puisque c'est une société qui exerce l'activité. Donc vous êtes dehors au bout de 2 mois, le propriétaire n'a pas besoin de ce type de garantie. Tu demandes un bilan? Même pas. Ou alors ceux qui vont vraiment te le demander, moi c'est ce que je recommande, c'est de passer au suivant. Alors, en fait, il n'y a pas besoin de Ils fournir ont quoi que ce besoin de soit. garantie quand même. Aucune. Sérieux? Aucune, puisque la seule garantie que nous on offre, C'est c'est ouf. que justement on va leur payer le loyer. Et pourquoi on va le payer? Puisque tout simplement on va passer par un bail spécifique. Comment ça se passe si je veux faire de la sous-location? En plus, t'as dit bonjour. Ah, Tiens, bonjour, ça sert à rien. on attend que Dimitri soit calmé. Il est absolument déconseillé d'utiliser un bail classique. Vous ne pouvez pas utiliser un bail dit de la loi de 1989 pour faire de la sous-location, puisque le principe qui est posé par la législation en matière de baux d'habitation est l'interdiction de sous-louer sans l'accord du propriétaire. En plus, même si le propriétaire vous donne son accord, vous n'aurez pas le droit de sous-louer plus cher que votre loyer principal. Cette croyance très répandue, suivant laquelle la sous-location globalement est interdite, ce qui n'est pas du tout le cas. En réalité, il faut utiliser un bail spécifique. Donc pas le vieux bail pourri de 85, mais un bail spécifique à la location, à la sous-location. Alors, ni de 85, ni de 89 Tu d'ailleurs. m'as dit de quelle année? 89. 89. Voilà. Ok. Oui, et puis en lui disant aussi que vu que derrière on va recevoir une clientèle plutôt professionnelle, parce que dans les faits c'est le cas, hein, même si on fait du Airbnb, etc., c'est quand même essentiellement une clientèle professionnelle qui vient la semaine. Bah, qui dit clientèle professionnelle, dit qu'un l'appartement va être a priori globalement usé de manière relativement classique. Et c'est surtout que vu que nous on va venir régulièrement dans l'appartement nettoyer à chaque Ouais, passage, entretenu. on entretient l'appartement contrairement à ce qu'on croit. Il y a beaucoup de clauses qui sont de nature à rassurer le propriétaire dans Ouais. ce bail. Déjà, vous pouvez très bien expliquer au propriétaire que vous démarchez que si jamais, par extraordinaire, des loyers étaient impayés, vous n'êtes pas considéré par la loi comme un locataire classique en bail d'habitation, donc vous ne disposez pas de 2 ans de délai, vous n'avez pas droit à la trêve hivernale pour partir, etc., etc. Le propriétaire fait un référé et en 2 mois c'est bouclé, vous êtes dehors. Vous n'avez aucun droit qui serait conféré autrement par le code de la construction et de l'habitation, ce genre de choses. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus efficace pour le propriétaire. Ça, c'est si on paye pas.
On peut pas nous mettre dehors en 2 mois. Ah non, si on ne paye pas, bien sûr. Non, non, non. Et vous avez aussi, en tant que sous-loueur pro, des droits à l'égard du propriétaire, bien sûr. Vous avez l'obligation d'avoir une assurance pour exercer votre activité. Donc, que vous soyez en micro ou plus souvent que vous soyez en société, typiquement une SAS, une SASU, le plus souvent, vous allez souscrire une assurance qui va être dédiée à votre activité de sous-location. Je connais personnellement un assureur qui a concocté un pack spécial pour la sous-location. Je pense qu'on pourra mettre un lien sous la vidéo pour renvoyer vers l'assureur. Pour aider les sous-loueurs à convaincre le propriétaire. En effet, si vous voulez vous lancer dans cette activité, et une fois que vous avez créé la société, éventuellement par mon intermédiaire si vous le souhaitez, vous pourrez en sus me téléphoner, moyennant l'abonnement, lorsque vous êtes avec le propriétaire, pour que je puisse avoir un entretien avec lui pendant 10 à 15 minutes, pour lui expliquer le fonctionnement du bail et confirmer que c'est bien un avocat qui a rédigé le contrat. Et je pourrais donc lever les objections du propriétaire. Ça nécessite juste de planifier, évidemment, le petit appel téléphonique à l'avance. Il ne sait pas trop, parfois il donne le contrat de bail à son avocat, et il est hyper rassuré quand il peut avoir l'avocat rédacteur au téléphone. Ça fonctionne très bien. Le lien de la chaîne de Dimitri aussi, il est sous la vidéo. Pense dès maintenant à mettre un petit like si t'aimes, à partager cette vidéo. Je fais 10 000 euros de travaux dans mon logement pour faire un truc de ouf. En 2 mois, le propriétaire il dit c'est pas mal, tiens, je vais le récupérer. Ou il change d'avis. Ça perd 10 000 euros. Non, alors il y a des clauses résolutoires, c'est-à-dire que généralement on s'engage sur minimum 3, 4, 5 ans. Donc le propriétaire, on lui met une clause comme quoi il ne peut pas sortir, sauf s'il souhaite éventuellement revendre son appartement. Là, on peut prévoir une clause. Mais en fait, c'est la négo, c'est-à-dire c'est de la discussion face à face et de la négociation. Un contrat, ça peut se renégocier dès lors que les deux parties sont d'accord. Donc même si vous avez prévu des choses, du moment où vous tombez d'accord sur d'autres choses en cours de contrat, il suffit de faire un avenant au contrat pour modifier les choses. Ça peut être quoi? Ça peut être 5 ans, ça peut être plus? Comme vous voulez. Vous pouvez partir sur une première durée d'1 an, renouvelable par durée d'1 an, sur une première durée de 5 ans avec des renouvellements année par année, ou même sur une durée par exemple de 3 ans, avec ensuite à l'issue des 3 premières années, une durée dite indéterminée. On imagine qu'il y ait je sais pas, un reconfinement, que je puisse plus payer mon loyer, moi en tant que sous-loueur. Est-ce que je peux me retirer de ce contrat? Une situation économique dégradée avec un reconfinement qui entraîne l'impossibilité d'exploiter dans des conditions normales sera une possibilité d'arrêt du contrat. On va pouvoir contractualiser et prévoir dès l'origine, en cas de travaux à réaliser bien évidemment, si les travaux resteront à la charge du locataire ou du propriétaire, ou plutôt seront mis à la charge du locataire ou du propriétaire, et quel sera le sort des travaux à l'issue. Est-ce qu'il faudra remettre en état? Eh bien ça, vous pouvez tout simplement le contractualiser. Si le propriétaire, et si vous faites appel à quelqu'un pour penser une sous-location avec une décoration au rendement comme Jean-Christophe, le propriétaire, il ne voudra jamais que vous enleviez la décoration. Ça, c'est clair et net, il voudra la garder à l'issue du contrat. Donc dans ce cas-là, on va le prévoir à l'avance. Si au contraire, le propriétaire dit « moi, je vous donne carte blanche, mais il faut me remettre en état », on le contractualise également lors de la signature du contrat. T'en as combien, toi? Je dirais environ une trentaine. Je sais même pas combien on a. Non, je sais même pas. Donc, du coup, ma question tombe sous le sens, est-ce que c'est rentable? Si tu en as 30, j'imagine que c'est rentable. Oui. Donc, tu n'aurais pas, pas recommencé l'expérience. Non, l'expérience. Donc, c'est beaucoup plus rentable que, par exemple, faire de la conciergerie d'appartement. C'est-à-dire que quand on gère un appartement pour le compte d'un propriétaire, on gagne moins que si on fait de la sous-location. En sous-location, j'aime bien dire qu'un appartement va générer à peu près, en moyenne, à peu près 400 € de cash flow. Donc la différence, en gros, entre le chiffre d'affaires et les différentes charges de vos quotidiens. Et ce qui est incroyable, c'est que tu es nos limites. Une fois oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ça c'est ouf. Et est-ce que parallèlement, tu as investi dans de l'immobilier classique? Parce que j'imagine que le jour où, si demain tu arrêtes la sous-location, tu n'as pas de capital finalement. Oui, donc le point faible de la sous-location, elle est bien là, c'est-à-dire qu'on ne capitalise pour rien du tout. Finalement, c'est une forme de fonds de commerce qu'on développe.
Donc c'est très bien. Mais effectivement, il faut très vite, quand on se lance dans la sous-location, si quelqu'un commence par là l'immobilier, ensuite qu'il envisage de passer à l'investissement locatif, comme je fais moi. Et est-ce que avec la même SCI, tu peux sous-louer et avec les bénéfices investir dans de la pierre? Non, alors en fait, une SCI de base, n'a pas pour vocation de faire normalement de la. Alors, dans les faits, on peut le faire, mais la SCI, normalement, c'est vraiment à usage. L'objectif d'une SCI, c'est faire soit du patrimonial, soit de faire de l'immobilier, vraiment au sens immobilier. Et on peut effectivement faire de la location courte durée, notamment un SCI à l'IS. Mais si tu fais de la sous-location, ce n'est pas recommandé et il ne faut absolument pas le faire à travers ta SCI. Il faut plutôt créer une société commerciale dédiée type SASU ou une URL par exemple. Donc si moi demain je veux faire 5 sous-locations, je ne vais jamais m'en sortir avec les ménages check-in, check-out. Comment je fais? Plusieurs solutions, soit tu délègues la partie conciergerie, mais je ne le recommande pas, donc toute la partie linge, non, parce que les coûts sont à mon sens trop importants et ça va venir impacter fortement ta rentabilité. Pourquoi? Parce que quand tu passes par une conciergerie, généralement ils te prennent un pourcentage sur le chiffre d'affaires et vu que nous notre rentabilité se fait que sur le cash flow, et nous c'est pas sur le chiffre. Logique, c'est pas de faire un maximum de chiffre d'affaires, c'est être rentable par rapport aux charges qu'on a à assumer, notamment le loyer. Donc la conciergerie externalisée, à mon sens, n'est pas approprié. Donc ce que moi j'encourage à faire, c'est de monter ta petite équipe de femmes de ménage ou de personnes de ménage pour faire la gestion du ménage. Ok. Donc monter ta conciergerie. Voilà. Et monter ta conciergerie accessoirement. Ouais. Ok. Donc là, tu as combien de personnes là, qui y tournent? Alors, des temps pleins, des temps partiels, on va dire. Si je mets tout le monde cumulé, on doit être peut-être 13, je crois, quelque chose comme ça, ou 14. Maintenant, tout le monde n'est pas à temps plein, bien évidemment. Du coup, ta conciergerie, elle exploite d'autres logements pour d'autres clients aussi? Oui. Tant qu'à faire. Oui. C'est toujours le truc que je zappe, la fiscalité. Ouais, bizarre. Ouais. Ça aussi, c'est prévu par le bail, puisque vous aurez souvent des propriétaires qui vont vous dire, oui, mais moi, si je vous loue mon appartement, qu'est-ce que je vais payer concrètement? Eh bien, il y a deux possibilités. Soit vous louez un appartement qui va vous être donc donné à bail par le propriétaire en location nue, pas de meubles, et là vous devez mettre des meubles, faire appel à un pro de la déco, encore plus, parce qu'il y aura non seulement les prestations de déco, éventuellement un peu de travaux, mais en plus l'ameublement. Et donc dans ce cas-là, comme c'est de la location nue à votre société, le propriétaire va percevoir des revenus fonciers. Par contre, si le propriétaire vous donne à bail un logement qui est entièrement équipé et meublé, ce seront des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, et donc c'est considéré comme de la location meublée. Par conséquent, les loyers que votre société va payer au propriétaire seront imposés suivant la fiscalité des locations meublées. Alors, suivant la situation du propriétaire, ça sera une fiscalité sous le statut du loueur meublé non professionnel ou du loueur meublé professionnel. Ce qui va être souvent, je l'ai constaté d'expérience, de nature à rassurer l'expert comptable qui autrement se dit, oh là là, comment est-ce que ça se passe fiscalement? Là, c'est pré-mâché. En fait, il n'a plus qu'à lire le contrat et là, il sait exactement quelle fiscalité est appliquée. Et puis, également, on peut se poser la question de la fiscalité finalement du sous-loueur pro. Eh bien là, de toute façon, c'est une activité professionnelle pour le coup. Donc, ça va être soit en micro et il y aura des forfaits d'imposition, soit en société commerciale, SASU, SAS, parfois SARL ou EURL, plutôt LIS. Et dans ce cas-là, ça va être la fiscalité de l'impôt sur les sociétés. Particularité, j'attire votre attention sur ce point. Non, rien. Il ne va jamais s'arrêter. Ouais, merci. Particularité, l'activité de sous-location n'est pas soumise à TVA. Et il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et beaucoup d'experts comptables qui croient également que c'est soumis à TVA. En réalité, votre activité, c'est juste de la location immobilière. Alors, ce n'est pas vous le propriétaire puisque vous sous-louez, mais ça reste in fine de la location immobilière. Et la location immobilière, par nature, sauf exception, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, bien sûr, sinon je ne m'arrêterai plus. Donc, la location immobilière n'est par nature pas soumise à la TVA. Super. Parce que je sais jamais quand est-ce qu'on coupe ou qu'on est dans la vidéo en fait. D'accord. Donc tu vois ici c'est une cave.
C'est compliqué de le louer en location normale. D'ailleurs, ça l'était, c'était pas trop légal vu la taille des fenêtres. Donc, je suis ici, moi, pour essayer d'imaginer un projet par rapport au lieu qui est quand même spécifique. Vraiment spécifique. Par exemple, on se posait la question des évacuations d'eau. On a cherché 10 minutes. On allait voir dehors l'égout, s'il y avait un sanibroyeur ou quoi. Et en fait, en coupant le courant, on s'est rendu compte que en faisant couler la douche, et ben, ça s'évacuait pas. Donc voilà, si tu veux savoir si tu as un sanibroyeur ou pas, regarde même. Donc on était content, on avait la solution. Et après, Hugo il ouvre le placard et dit ah bah si, c'est un sanibroyeur. Donc là maintenant, l'étape, on a regardé les points forts, les points faibles du logement, on a pris les cotes. Il va falloir qu'on planche à un projet, une idée qui ne coûte pas trop cher, par exemple, c'est vrai qu'un jacuzzi ça aurait été classe, sauf que avec le sanibroyeur, c'est pas vraiment l'idéal. Donc il faut qu'on trouve des solutions qui fassent que on soit fier de ce logement par rapport à une cible. Toujours on part d'une cible et qu'on loue le maximum pour avoir le meilleur rendement possible. Voilà. Ok, non bah c'est effectivement, moi c'est pour ça que voilà, je voulais absolument qu'on se voit pour créer une expérience dans le cadre de cette sous-location et puisque on est sur un projet un peu atypique ici, puisqu'on est dans une, alors moi je l'appelle souplex, tu l'appelles cave, et du coup l'idée c'est de créer justement une expérience un peu particulière pour valoriser le fait que ça soit un logement en souplex quoi. Donc par rapport au fait que ce soit un souplex cave, on a cherché des idées, on a fait un brainstorming qui permet de trouver des thèmes qui collent quand même avec cette idée de cave. Si tu veux, on va pas faire un petit chalet, on va pas faire quelque chose qui a rien à voir avec ces murs en briques, le fait qu'on soit sous terre. Donc ça nous donne des indices, ça nous donne des pistes pour avancer, ce qui est à la fois bien et pas bien. Mais c'est vrai que quand on n'a pas de fil conducteur, c'est très difficile. Moi, quand j'étais prof, je disais à mes élèves, faites-moi un dessin, je sais pas quoi dessiner. Si je leur disais, dessine une vache, là c'est plus facile. Voilà, tu as un petit peu fait le tour. Alors, la suite des étapes, c'est quoi? C'est un Skype, tous les deux, où on va mettre en 3D le projet. D'ici 4 semaines, le résultat, tu as l'heure qui tourne parce que forcément les loyers courent déjà. Ouais, c'est ça, le truc c'est qu'on est en sous-location, donc le premier loyer se déclenche déjà. Ouais. Donc l'objectif c'est qu'on mette ça en place assez rapidement. Voilà. Et donc d'ici 4 semaines, tu verras le résultat. Va voir sa chaîne. Mort Sébastien, ouais. Tu tapes Mort Sébastien et tu tomberas sur. Ou Sébastien Mort, tu tomberas sur MORE. Voilà. En 4 lettres, c'est très simple, et tu tomberas sur ma chaîne YouTube où on parle de sous-location effectivement et de conciergerie d'appartements. Ok. Eh ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires. Et puis je te dis à bientôt pour la suite. Merci Jean-Christophe. Salut. Ciao. Salut. Salut Dimitri. Salut Jean-Christophe.